comme je viens de le dire, moi donc c'est Cédric. Je travaille chez Orange et ce que je vais faire déjà, je vais un petit peu expliquer où je me situe chez Orange parce que chez Orange il y a je passe pas au slide suivant. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah si, chez Orange, l'organisation Orange peut être un petit peu compliquée. Chez Orange, on va retrouver Orange Innovation. Alors qu'est-ce que fait Orange Innovation? Moi, c'est un petit peu dans leur titre. Ils sont dans la partie innovation et c'est eux qui vont donner les guidelines qui vont être déclinés sur l'ensemble des filiales. Et après, on va retrouver deux entités. Donc ça, Orange Innovation est une filiale. On va retrouver d'Orange, ça. On va retrouver Orange Business et Orange France. Et donc la partie data, elle est surtout située là-bas. Chez Orange France, on a un gros pôle data qui concerne le domaine grand public, auquel je n'appartiens pas. J'y étais avant. Et après, on a la partie B2B, par laquelle je fais partie. Et dans la partie B2B, on va encore avoir une segmentation assez importante. On va retrouver les grands comptes. Alors les grands comptes, ils sont plutôt internationaux et donc ils sont gérés par Orange Business. On va retrouver les entreprises qui sont un petit peu à cheval. Donc on va retrouver certaines qui sont gérées par Orange France et d'autres qui sont gérées par Orange Business. Et puis on va retrouver les pro PME. Et les pro PME, ils sont un petit peu plus proches dans les contrats, etc., du grand public. Et donc, ils sont sur des contrats que je vais qualifier plutôt plus standards. Il n'y a pas de contrat spécifique à l'entreprise. Et donc, ils sont éligibles au cloud public. Et donc, c'est sur ce périmètre-là que moi, j'interviens. Parce que moi, je suis, du coup, sur le cloud public. Et donc, voilà, sur la partie pro PME. Et on a la chance, enfin moi je le vois comme une chance, d'être peu nombreux. C'est-à-dire que autant sur la partie grand public, ils vont être dans la data, je dirais qu'ils doivent être facile une centaine, quand nous, on est en dessous de la vingtaine. Alors je vais avancer un petit peu et vous présenter notre architecture logicielle. Alors avant de faire le tour, j'ai une petite question là, alors dans l'assistance qui connaît DBT, enfin qui connaît pas DBT plutôt, ce sera plus facile. D'accord. Donc nous, l'architecture qui est construite, elle est sur un cloud. Le cloud en question, c'est GCP. On utilise principalement, uniquement d'ailleurs, BigQuery. On a bien sûr nos fichiers qui arrivent dans du cloud storage. L'ensemble de notre infra, elle est déployée avec du Terraform. dbt-loom, j'en parlerai après. On a donc nos solutions d'orchestration, de l'observabilité, des pipelines de déploiement automatisés, et on a appliqué une démarche QD by design. Dans l'organisation de notre projet, on a fait un choix qui est d'être le plus simple possible. Qu'est-ce que j'entends par le plus simple possible? C'est qu'aujourd'hui, on utilise au maximum les services managés par Google, qui nous semblent être les moins coûteux. Donc en l'occurrence, là, sur notre gestion de l'ordonnancement, on va dire, on a du Cloud Scheduler pour la planification. Sur le séquencement des tâches, on est sur du Cloud Workflow. Et nos exécutions se font dans des Cloud Run. Et donc dans le Cloud Run, qu'est-ce qu'on a? C'est là où on va retrouver le DBT qui orchestre des requêtes qui tournent dans BigQuery. Pourquoi on n'a pas choisi Airflow? Voilà. Et la principale raison, c'est qu'effectivement, ça coûte cher. Et la seule valeur ajoutée, de mon point de vue, de mettre en place Airflow, c'est c'est le côté reprise de quelque chose d'incidenté. Mais sinon, il n'y a que ce détail-là, en tout cas, et donc, à partir du moment où on construit des pipelines qui sont idempotentes et dont la durée d'exécution
est relativement courte. Le fait de retraiter des tâches qui sont déjà été traitées, enfin, en soi, chez nous en tout cas, c'est le choix qu'on a fait, c'est pas grave. Il devrait passer à la slide suivante, super, voilà. Donc là, on a vu un petit peu comment on orchestre les choses chez nous. Et donc là, après, ce que je vais aborder, c'est les bonnes pratiques qu'on a mis en place chez Orange. Et de ce côté-là, on s'est intégralement appuyé sur les bonnes pratiques dont le lien est en bas là, du slide. C'est les bonnes pratiques qui sont poussées par DBT Labs. Alors pour faire de la petite histoire, on les a lus, je demande à tous mes développeurs de les appréhender. J'étais persuadé que les projets DBT qu'on avait instanciés les suivaient. Jusqu'au jour où je me suis dit, ouais, c'est bien, les codes revus, etc. Il manque quelque chose dans ma stack. Il me manque quelque chose qui, justement, vient valider que qu'on suit bien ces bonnes pratiques. Donc là, on a mis en place DBT Project Evaluator. Donc, qu'est-ce que fait DBT Project Evaluator? Il va venir vérifier, justement, sur les grandes thématiques qui sont décrites là, qu'on respecte les bonnes pratiques. Et là, ça nous a fait mal. Parce que, donc, du coup, c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous ne l'avez pas mis en route, il faut le faire dès le début du projet, parce qu'après, ça fait vraiment mal. On a mis un certain temps, alors qu'on pensait les respecter, à se remettre d'équerre. Ça nous a pris au moins 3 semaines. Et on a été un petit peu plus loin encore, parce que DBT Project Evaluator permet de valider l'ensemble de ces bonnes pratiques, mais il ne couvre pas tout. Donc on a également ajouté un pré-commit avec DBT Checkpoint. Je vais donner un exemple par exemple de choses qui sont dans les pré-commits avec DBT Checkpoint qui peuvent être intéressants. C'est-à-dire que on peut vite être retrouvé en dev sur une branche de type review, enfin on est en cours de dev, de prendre la requête dans BigQuery et puis d'ajuster jusqu'à ce qu'elle marche. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un copier-coller de la requête qui marche, puis on la remet dans DBT, c'est normal. Et puis on remplace tous les tables par des refs, et puis là, on en oublie une. Aujourd'hui, dans la chaîne d'intégration, vu que ça pointe sur l'environnement de dev et que dans la chaîne d'intégration, on fait tourner sur la dev, tout va bien, ça passe. Et si au moment de la merge request vers la prod, on se rend pas compte qu'il y a un ref qui n'a pas été mis, c'est en prod tout ça plante. Donc ça a failli arriver plusieurs fois. Je m'en suis toujours rendu compte juste à temps. Je me suis dit, ça m'embête que ce soit moi le garde-fou, il faut que j'en rajoute un. Donc DBT Checkpoint, en l'occurrence, dedans, il va venir vérifier que dans l'ensemble des SQL qui sont committés, il n'y a pas une référence c'est un des tests, une référence vers une table en dur qui ne devrait pas être. Qu'est-ce qu'il y avait un autre truc qui peut être intéressant, alors que là qu'on n'a pas mis en place, qu'on a fait autrement, mais c'est vérifier que la documentation est cohérente par rapport aux tables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans DBT, rien n'empêche de déclarer des colonnes dans le fichier YAML qui n'existent pas. C'est-à-dire que le SQL ne les produit pas, dans la base, elles n'existent pas, et on ne va pas s'en rendre compte. Et donc ça, DBT Project Evaluator, il va le laisser passer aussi. Par contre, sauf si on a mis un contrat, et par contre, dans la partie pré-commit avec DBT Checkpoint, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en route. Donc là, pareil, ce qu'on a mis en route, c'est que l'objectif, c'est que l'environnement de développement de nos développeurs, il soit homogène. Donc on a mis en place les dev conteneurs. C'est-à-dire que la configuration du pré-commit, le linter, le formatage du code
c'est uniformisé, c'est dans la configuration du conteneur. Ce qui permet d'avoir des merge requests qui sont plus lisibles, parce que si sur chaque poste, l'indentation n'est pas la même, bah, c'est bien joli, mais au moment de l'AMR, qu'est-ce qui a été réellement changé? Bah, c'est compliqué. Là, au moins, en mettant en place cette uniformisation, on a une relecture dans le cadre des MR qui est plus simple. L'autre élément qui est super intéressant, c'est que on a la garantie d'avoir un environnement de développement qui est cohérent avec la branche sur laquelle on travaille. C'est-à-dire que si je suis en train de faire une mise à jour de DBT 1.9 à DBT 1.10, et si je suis sur une branche qui est en DBT 1.10, bah, mon dev conteneur il est en DBT 1.10. Si je suis sur une branche qui est encore en 1.9, bah, mon dev conteneur il est en 1.9 et voilà. Et je sais pas les problématiques de devoir changer de version sur mon poste ou quoi que ce soit. Donc ça, si ça vous intéresse, je pourrais faire une démo après. Donc là, on a vu comment on a fait en sorte d'avoir un environnement de dev plus cohérent possible, mais c'était toujours pas suffisant. Et donc, tout ce qui, le pré-commit, le project evaluator, tout ça, c'est disponible sur l'environnement de dev, mais j'ai pas la garantie que ça va être réellement exécuté. Donc ça, pareil, on l'a ajouté dans notre chaîne de CI/CD. Et donc, on est sous GitLab. Je ne sais pas, c'est un peu flou, non? Non, c'est bon. Et donc là, pour ça, on utilise un projet qui est open source qui s'appelle To Be Continuous. Est-ce que parmi vous le connaissez? Il y a quelqu'un qui le connaît? Donc il y en a beaucoup aussi qui ne le connaissent pas. Je pourrais vous faire une petite démo également si ça vous intéresse. L'intérêt, c'est qu'on a donc ça c'est un projet qui est né chez Orange il y a 5 ans, qui pousse une opinion sur la façon dont on fait une chaîne d'intégration et de déploiement continu. Et en l'occurrence, il y a un template DBT. Et il y a même aussi un template SQL Fluff que j'ai pas mis là, qui permet de vérifier que le lint il est bon. Alors, donc là on a vu toutes les bonnes pratiques, enfin, en tout cas qu'on a mis en place chez nous. Toute la question maintenant, c'est, on a vu comment on fait, mais j'ai pas défini qu'est-ce que je fais, comment j'organise mes repos. C'est quoi le scope d'un repo? C'est quoi le scope d'une exécution? C'est-à-dire que là, par exemple, dans vos projets, enfin ceux qui font du DBT, est-ce que vous êtes en mono-repo avec un seul projet DBT et tout le monde est dedans? Ou est-ce que vous avez 36 projets DBT différents? Et si vous avez 36 projets DBT différents, comment ils communiquent entre eux? Nous, on a fait un choix, là. C'est que on a un mono-projet, enfin un gros projet, qui s'appelle dans notre occurrence, qui s'appelle le Data Lake, dans lequel on a toutes les données qui sont réutilisées. Donc toutes les données communes, donc les couches prepared dans la moderne data stack. Et Enrich. Et on a un projet DBT par use case. Et là, on arrive à une autre problématique, qui est que, si on prend par exemple l'exemple de notre data lake, donc qui contient toutes les données réutilisées qui sont utilisées par plusieurs use cases, on ne peut pas lancer un DBT build du data lake, ça va faire un peu mal. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines de modèles dedans, ça peut durer un certain temps. Donc le scope, nous on a décidé dans l'organisation d'utiliser. Alors dans DBT, il y a une fonction, un élément qui est l'exposure, qui a une vocation documentaire au départ. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare une exposure par usage. Et notre scope d'exécution, c'est l'exposure. C'est-à-dire qu'on lance jamais le build complet de l'ensemble de notre projet. On est sur un sous-ensemble qui sert un use case donné ou une équipe métier donnée, voilà.
Et, par contre, ça a un effet de bord, ça, c'est que rien n'empêche, vu qu'on est dans du cloud, avec de l'instanciation qui est à un niveau d'un Cloud Run, rien n'empêche qu'on ait 2 Cloud Run qui tournent en parallèle. Et que ces 2 Cloud Run vont rafraîchir le même modèle. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants, ils se connaissent pas. Donc on a mis en place, on a été obligé de mettre en place, en l'occurrence, par rapport à un élément qui est que quand notre Cloud Run démarre, on fait un DBT list pour avoir la liste des modèles qui sont impactés. On remonte ça dans une collection dans Datastore. Et l'autre Cloud Run qui démarre, il regarde est-ce que j'ai des choses en commun. Si j'ai des choses en commun, je me mets en pause, j'attends que le premier est fini et je démarre. Donc on a géré la non-concurrence parce que sinon, il y a un risque de produire des problèmes de qualité de données si on a deux appends dans la même table en même temps, ou légèrement... Voilà. Donc ça, c'est notre organisation de nos repos. Alors là, on a vu que dans notre organisation, on est multi-projet. C'est-à-dire que j'ai un data lake house et j'ai des use cases. Et ce que j'ai... Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'était dans mon slide. On utilise DBT Core. DBT Core est la version open source. Côté DBT Platform, parce que maintenant on ne dit plus DBT Clone, on dit DBT Platform, ils fournissent une fonctionnalité de data mesh qui n'est pas disponible dans DBT Core. Donc, aujourd'hui, comment on fait le lien entre 2 projets DBT? Il n'y a pas 36 solutions. Soit on déclare une source par exemple, côté use case, on dit ma source c'est une table qui a été produite par quelque chose qui était dans l'occurrence dans le data lake. Et donc si on fait ça, parce que c'est ce qu'on a fait au tout début, bien sûr, ça marche. Par contre, il y a un effet de bord qui en ce qui me concerne était un petit peu fâcheux, c'est qu'en mettant en place, par exemple, des DBT Project Evaluator, lui il dit une source, elle est censée avoir une table de staging, il s'attend, pour lui une source, c'est une source externe. Or là, on sait que ce qu'on a produit c'est bon, on vient de le faire juste avant et on est le même, il y a tout un tas d'éléments qu'on n'a pas besoin Et puis en plus, qu'on n'a pas besoin de retester, et surtout, ce qui me posait également problème, c'est que si on fait une source, on doit redécrire toutes les colonnes que j'ai déjà décrites de l'autre côté. Si je dois faire une evol, je dois le faire des 2 côtés. Vraiment embêtant. Et donc là, ce qu'on a mis en place c'est DBT Loom. DBT Loom, qu'est-ce que c'est? C'est un projet open source qui vient. Donc c'est juste un pip install DBT Loom après le DBT, et qui vient surcharger le fonctionnement de DBT Core. On renseigne un petit fichier dbtloom.config en lui donnant le pass du manifeste d'un autre projet. Et en lui donnant un nom. Et ce qui va se passer, c'est que, par exemple, je suis dans le cadre de l'exécution de mon use case, et je dois appeler un modèle qui est présent dans le data lake, je vais juste avoir à faire un ref, data lake, virgule, le nom de mon modèle, au lieu de faire un ref de mon modèle. Et lui, il va savoir que c'est un modèle qui vient du manifeste qu'on a déclaré dans le fichier de config. Et l'énorme avantage, c'est que quand on arrive dans le lineage, par exemple dans VS Code, si on utilise l'extension DBT Power User, dans le lineage, on va avoir le lineage complet avec le lineage de la partie Data Lakehouse. Donc, on a vraiment l'équivalent de la fonctionnalité DBT Mesh de la partie plateforme, mais avec DBT Core, la version open source. Par contre, c'est une surcharge en Python de DBT Core. La probabilité que ça marche avec DBT Fusion est très faible. Je ne vais pas essayer, mais je suis quasi certain que ça ne va pas marcher. Donc ça, je pourrais, pareil, vous montrer vite fait, au moins comment on déclare le
le fichier dbt-loom config si ça vous intéresse, juste après. Et on en arrive à la question que tu avais sur la partie observabilité, qualité. C'est-à-dire que, alors déjà, dbt Project Evaluator va venir vérifier le taux de couverture de test et il s'attend à ce que tous les modèles soient testés. C'est-à-dire que si on veut un modèle sans test, il faut le rajouter dans le fichier d'exception en disant j'ai pas de test et c'est une exception et je le sais pourquoi, et puis je mets un commentaire en disant je veux pas mettre de test pour une bonne raison. En général, je challenge. Et donc, on a un ensemble de tests qui sont déclarés dans nos projets, aussi bien des tests de qualité de données que des tests de fraîcheur. On en a dans le Data Lakehouse et on en a également dans nos use cases. Là aussi, et donc, ça, on a décidé de le restituer avec, pareil, un autre projet open source qui s'appelle Elementary, qui fournit également une solution cloud. Pareil, la limitation de la version open source, c'est qu'elle est de base monoprojet, c'est-à-dire qu'il y a un board par projet. Si on veut être multi-projet, il faut aller dans la version open source. Et donc ça, on l'a un petit peu contourné, parce que donc nous, on est sur la version open source en étant multi-projet. Comment on a fait ? On a surchargé une macro de Elementary, parce que par défaut, lui, sur la partie référentielle, donc tout l'ensemble des modèles, des tests, etc., Elementary, il est en mode annuler remplace. Donc là, on a fait une surcharge de macro, de manière à être en merge, enfin en insert update. Alors, ça a un défaut, hein, c'est que s'il y a un test qui est modifié, ou qui est supprimé, il disparaît pas de ma base, parce que je suis en insert update, les deletes ne marchent plus. Donc, l'effet de bord, c'est que si à la suite, par exemple, j'ai un DBT test, un problème de unique column, machin, et puis en analysant avec tout le monde, on se rend compte que la clé n'était pas complète, il fallait rajouter une colonne, ça change la signature de test, c'est-à-dire que du coup, DBT il génère un nouveau test suite à cette correction, et mon KO il va rester dans mon board pendant les 7 jours de... Alors, ça, c'est le fonctionnement classique. En réalité, on a mis un clean-up qui fait le ménage, mais en tout cas, si on se contente juste de surcharger ça, c'est ce qui se passe. Voilà. Et en plus, je travaille sur un fork parce qu'il y a un tout petit bug, enfin un tout petit truc à corriger dans la partie Elementary pour que ça marche. J'ai ouvert une pull request qui, pour l'instant, ne m'ont pas accepté. Je pense parce que justement, ça fait concurrence à leur version cloud. J'ai déjà abordé pas mal de petits éléments d'ailleurs dans tout ce que... Alors, l'élément que j'ai pas abordé, c'est qu'est-ce qui m'avait motivé à prendre DBT au départ. Parce que le choix de DBT, c'est un choix que j'ai fait au départ. Clairement, les éléments qui m'ont amené à prendre DBT plutôt que, par exemple, Dataform que j'avais évalué 2 ans avant, c'est la génération de la documentation, le lineage et surtout ce qui l'écart qui s'est d'autant plus amplifié en plus avec Dataform, qui a été, au moment où il a été racheté par Google, ils l'ont gelé, etc. C'est la communauté et l'écosystème, tout ce qu'il y a autour de DBT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si on refait le tour de ce que je viens de vous présenter, l'énorme avantage, c'est d'avoir pu mettre le Elementary, d'avoir le dbt-loom, c'est tout ce qui est le dbt Project Evaluator, le dbt Checkpoint, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est-à-dire que l'outil dbt en tant que tel, c'est juste un orchestrateur de requêtes SQL qui produit un lineage et qui produit une documentation. Ça casse pas 3 pattes à un canard en soi. Par contre, la communauté, tout ce qui a la communauté, le nombre d'utilisateurs et tout ce qui a été produit autour fait qu'on arrive à la fin à avoir une solution qui est vraiment satisfaisante. J'ai été obligé de changer, j'en ai pas parlé aussi, donc ça c'est dans mon package interne à Orange que je pourrais potentiellement, cette partie-là je devrais l'open sourcer aussi d'ailleurs, c'est la gestion des snapshots. Dès le départ, j'étais pas d'accord du tout
avec la gestion des snapshots de DBT. C'est-à-dire qu'ils sont en SCD de type 2, je crois, 2 ou 3. Et moi, je voulais pas, je voulais être en hybride, en type 6. Mais à la rigueur, ça. Mais l'autre élément, enfin les éléments qui m'ont vraiment fait réécrire, c'est que si j'ai 3 photos en entrée, en un coup, séparées, je veux en résultat la même chose. C'est-à-dire que si en termes de run, mon partenaire n'a pas été capable de m'envoyer, enfin il y a eu un problème, et il m'envoie les 3 fulls, mes 3 photos 3 jours après, le résultat devrait être le même que si en nominal j'ai eu jour 1, jour 2, jour 3. Avec des BT par défaut, c'était pas le cas. C'est-à-dire donc ça, c'est un des éléments qui fait que vraiment j'ai décidé de réécrire. L'autre élément, parce que je l'ai réécrit, ça c'est quelque chose qu'on a réécrit il y a longtemps. On était encore en DBT 1.3 ou l'autre élément, c'est que à l'époque, je crois que ça a changé d'ailleurs maintenant, ils imposaient à ce que l'alimentation des dates de début et des dates de fin de l'historisation des snapshots, c'était la date de l'exécution. Or, moi, ce que je voulais, c'est que l'historisation, donc sur un changement de dimension, je veux que mes dates de début et dates de fin, ce soit du fonctionnel et que ça vienne de ma source. C'est-à-dire que si ma source, elle me dit ça, c'est la photo d'un référentiel produit du 10 décembre, si moi je le traite le 13, bah non, la date de début, c'est le 10 décembre, c'est pas le 13, hein, même si je l'ai reçu 3 jours après. Et ça, par défaut, en tout cas, sur les premières versions de DBT, c'était pas paramétrable, c'était en dur chez eux. Voilà. Il y a d'autres éléments, mais déjà ceux-là sont. Alors un autre élément que j'ai justement qu'on a changé, c'est la génération du. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un package genre DBT Util Star qui va venir produire la liste des colonnes d'une table. Et pour ça, il va s'appuyer sur le contenu de ce qu'il trouve en base de données. C'est-à-dire qu'il va faire un appel à l'adapteur donc pour aller regarder en base de données les colonnes. Et ça me posait un problème. Parce que je l'ai fait avant d'avoir des BT checkpoints d'ailleurs, hein, parce que sinon avec des BT checkpoints j'aurais pu. Ça me posait un problème parce que j'avais pas la garantie que la documentation que j'expose à mes utilisateurs finaux, de ma documentation DBT, était le réel reflet de ce qu'il y a en base. Et donc là, on a, pareil, dans notre package, on a réécrit une macro de star, donc enfin, l'étoile, mais qui, au lieu d'aller en base pour avoir la liste des colonnes, s'appuie sur le contenu des YAML. Ce qui me garantit, du coup, que ma doc, elle est bien le reflet de mon code et de ce que j'ai produit en base. Et également, si j'ai une source qui m'ajoute une colonne, un DBT Util Star, la colonne elle est en base, il l'ajoute. Et du coup, cette nouvelle colonne, elle se retrouve propagée dans tout. Elle peut me générer un chaos en prod sans que je sache. C'est-à-dire que c'est une source. Et donc ça, c'était un vrai problème. C'était un problème que je ne voulais pas avoir. Donc on a écrit une macro qui s'appuie sur le doc. Et donc, tant que je n'ai pas documenté cette nouvelle colonne qui est apparue dans la source, elle n'apparaîtra pas dans mon code. Un souci aussi, je suis dans la partie souci là. Un gros défaut que je trouve à DBT là, aujourd'hui, c'est qu'ils fournissent pas de méthode simple pour faire le ménage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle, on décide de le renommer, parce que le premier nom qu'on a choisi n'était pas génial. Pour lui, il va générer une nouvelle table ou une nouvelle vue, mais l'ancienne, elle reste. Et donc, on peut vite se retrouver avec, en l'occurrence, avec Query, mais dans n'importe quelle base de données, avec un ensemble de trucs qui traînent, qui sont plus utilisés, qui sont plus référencés nulle part, et ça fait vite un modèle de données qui est dégueulasse. Donc ça, pareil, on a fait un outil de clean-up qui va venir s'appuyer sur les artefacts produits par les différents outils d'audit, DBT Project Evaluator, etc. De manière à avoir la liste de
de tout ce qu'on a mappé de manière transverse. Et ça, on vient le croiser avec les informations schéma de nos projets BigQuery. Et tout ce qui est dans BigQuery, qui n'est pas dans DBT, enfin, on déplace. Enfin, on ne sait jamais. Donc là, on a mis pareil en place un système qui fait le ménage automatiquement et qui tourne régulièrement. Et la gestion de la non-concurrence, j'en ai déjà parlé. Et donc là, grosso modo, enfin, j'ai fait un petit résumé des conseils qu'on a mis, enfin, que je vois. Donc, clairement, sur les bonnes pratiques, je trouve que les bonnes pratiques qui ont été dictées par DBT Labs au départ, elles sont toutes valables. Aujourd'hui, j'ai pas d'éléments sur leurs bonnes pratiques avec lesquelles je suis pas d'accord, ce qui est bien. Enfin, donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer de les suivre le plus tôt possible dans la construction d'un projet. Et donc de mettre en place tout ce qu'il faut pour évaluer justement la qualité du code produit, d'avoir une démarche qualité by design et donc d'appliquer les contrôles qualité le plus tôt possible dans la chaîne. C'est-à-dire que ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que on a fait un choix, nous, c'est que quasiment tous mes tests de QD sont bloquants. C'est-à-dire que des tests du WARN, sur tout mon projet, si j'en ai 10, c'est bien. C'est-à-dire que par défaut, si j'ai un test qui est KO, j'arrête ma pipeline. Je propage pas la merde. Ce qui des fois est, enfin, on me challenge souvent là-dessus. Parce que du coup, j'ai pas produit la donnée. Et donc là, maintenant, parce que je pense que j'ai fait le tour de. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est que je vais faire des démos de ce que vous avez envie de voir.